Bon, qu'est-ce que vous allez acheter? Êtes-vous des vendredis fous? Ça vous... Êtes-vous cyber-lundi? Ben, c'est une bonne façon d'acheter ses cadeaux de Noël en avant. Exact. Juste Fait ça. que vous faites ça. Vous faites ça. Fait que c'est déjà planifié. Mais le vendredi fou, ça commence pas de toute façon la semaine d'avant? Ou, Écoute, ça commence la semaine d'avant, ça se prolonge après. Bon. C'est une semaine folle, finalement. Tu vois-tu toute ma Ben frénésie? oui, Bon, je ouais, pensais pas. OK. Consommateur effréné. Est-ce qu'il y a une aubaine dont vous aimeriez vous vanter? Ben, moi, je voudrais pas. Si jamais ma charmante épouse écoute la balado, Elle va savoir ce qu'elle a. va savoir ce qu'elle va avoir pour Noël. Même chose, Martin? Moi, c'est déjà ce qu'elle va avoir pour Noël, je pense, qu'elle soupçonne fort, mais non, écoute, on profite de ça. Ah ouais. Et je dois confesser que c'est beaucoup ma femme qui s'occupe des cadeaux à la maison. C'est correct. Je participe peu à ça. Regarde, t'as d'autres qualités. Hein? T'as d'autres qualités. Oui, mais elle excelle. Ouais. Elle excelle pour ça. Mais Je suis pas très bon, moi. À vrai dire, on n'est pas très bon. On n'est pas très cadeau. Puis, c'est ça. Puis, je me suis aperçu, avant l'Halloween, au début de la semaine, les bonbons étaient en spécial. Je me suis dit, j'achèterai ça plus tard. Puis, évidemment, la veille de l'Halloween, Non, ça monte. le spécial était fini. Puis là, j'ai Oui. fait, d'où de la vertu de faire ses achats à l'avance. c'est important. Vous avez compris, vous deux? Ouais, OK. Bon, ben, je sais comment je vais occuper le restant de ma journée. OK, aujourd'hui. Ben oui, évidemment, tout est dans tout. Arrêtez de jouer. La Thanksgiving est arrivée. Et quelles sont les aubaines dans la LNH en ce vendredi foufou? C'est tellement OK. Épisode 275. Non, mais j'aurais espéré, je sais pas, un conseil magasinage ou un truc ou un petit... je comprends que vous voulez pas vendre les punchs, là, mais une astuce, une tactique, non? OK. Ben, tout ce que je sais en termes d'astuces à l'heure du magasinage en ligne, là, c'est que quand tu veux vraiment quelque chose, tu le mets dans ton panier et tu le laisses dormir là longtemps. Puis à un moment donné, le vendeur, mettons, va revenir et fait « Hey, il y a quelque chose dans ton panier », puis ils vont baisser le prix. Arrête donc! C'est très fréquent. Hein? Ah, ben Ouais, ça, c'est absolument. vrai. Pour éviter que tu l'oublies, là. Fait que volontairement, tu le laisses là, puis voici un rabais additionnel de 10 %. Il y a bien des vendeurs qui font ça juste pour s'assurer que ce que tu avais mis dans ton panier, tu finisses par l'acheter. Bon, mais je suis content d'avoir insisté. Hein, tu voulais un conseil? Et sachez, j'ai lu ce matin dans mon journal, si vous êtes en Allemagne, les Amazones sont en grève. Donc, pensez-y deux fois. Vous avez entendu Marc-Antoine Godin, l'un de nos deux journalistes affectés aux affaires du Canadien. Salut Marc-Antoine. Les hommages, messieurs. Et Martin Leclerc, notre chroniqueur principal au service des sports. Salut Martin. Bonjour, très content de vous retrouver. Je m'appelle Alexandre Coupal. The power vested in me as President of the United States, I pardon you. I pardon you this Thanksgiving. Go ahead, say something. There you go. Elle n'avait pas compris la première fois. Le président Biden, avec une première apparition dans ce balado, qui pardonnait. Est-ce que c'est les dindes de cette année, ça? Je pose la question Non, en c'est régie. 2021, c'était écrit. Là. OK. C'était écrit sur... C'était écrit? Ouais. Ben moi, la lecture, c'est pas ma... Donc, des vieilles dindes. J'imagine que... Enfin, je sais pas si elles sont toujours parmi nous, mais c'est la tradition, c'est comme ça qu'on fait là-bas. Puis ce qu'on fait là-bas aussi, c'est de s'asseoir l'après-midi et de regarder la télé, du sport en direct, plus précisément. Puis il va y avoir du hockey aussi, parce que le Canadien joue, on enregistre vendredi matin, donc le Canadien joue vendredi après-midi et samedi après-midi. On y reviendra parce qu'on a décidé, depuis le début de la saison, on se dit, bon... La Thanksgiving américaine, c'est ça qui est ça. Une fois qu'on est rendu, les équipes qui sont dans le portrait des séries vont le rester. Puis celles qui ne sont pas, bonne chance. C'est quoi la statistique? Il y en a 2 ou 3? C'est 80 des équipes qui font partie du portrait des séries à ce moment-ci de la saison qui vont y participer. Et dans les 20 qui peuvent changer, c'est toutes des équipes qui sont à moins de 4 points. OK. Donc, en gros, là, c'est ça. Fait que finalement, si tu es à 4 points ou plus du quatrième as, il n'y a pas juste la dinde qui est cuite, il y a toi aussi. Donc, c'est 13 équipes qui sont là présentement qui vont participer aux séries. Sur 16. Sur 16. C'est ça. Il reste 3 places. Il y a 3 places. Et combien de matchs pour ces 3 places-là? 2000.
Super. Bon, écoutez, je disais, on va parler du Canadien tantôt. On se posera pas la question, même si je connais la réponse. Est-ce qu'on commence par l'Ouest ou par l'Est? On va regarder les classements puis regarder un peu qui confirmera Commençons l'adage. par l'Ouest, tiens. Tu sais, on fait jamais ça. Ben, évidemment, l'éléphant dans la pièce dans l'Ouest, c'est les Oilers d'Edmonton, qui sont présentement à bien plus que 3 points de la dernière place pour le 4e as, ou enfin d'une dernière place qui donnerait accès aux séries. On en a parlé un peu dans les épisodes précédents parce que ça va tellement mal là-bas. On ne s'est pas posé la question si c'était possible de renverser la situation. Ben, écoute, les statistiques disent que non. J'ai regardé, là, depuis le début de l'ère du plafond salarial, il n'y a aucune équipe qui comptait seulement 5 victoires après 18 matchs qui a réussi à participer aux séries. Aucune, dans l'histoire. Non, pas dans l'histoire, depuis 2005-2006. OK. C'est arrivé auparavant où tu pouvais te qualifier, il y a plusieurs années, tu pouvais te qualifier en série avec moins de 90 points. Là, mais la parité aujourd'hui, ou le rythme fait en sorte que c'est difficile. Quand tu te creuses un trou en début de saison, et ça semble être un trou assez profond, là, ils sont 30e dans c'est la plus ligne. qu'un trou. Et ça a l'air surréaliste quand tu regardes leur alignement de dire à la Thanksgiving au mois de novembre, avec Connor McDavid, Draisaitl, toute la force offensive qu'ils ont, cette équipe-là ne participera pas aux séries, mais c'est une grosse côte à remonter. Là. Puis, si on regarde dans l'Ouest, présentement, je n'ai pas le classement devant moi, mais il y a combien d'équipes qui maintiennent un rythme de 100 points et plus? Il doit en avoir 6 certains, autour de 6 ou 7. Là. En fait, c'est 611 et plus de Oui. moyenne. En fait, t'en as 6. Les 3 qui sont qualifiés par division sont sur ce rythme-là. C'est vrai que statistiquement, ça paraît à peu près impossible, étant donné que là, on vient de parler du fait que si tu as 4 points ou plus d'écart par rapport à au 4e as, tu es dans un sérieux pétrin. Eux, ils sont 10 points derrière. Donc, ça paraît une côte impossible à remonter. Par contre, l'association Ouest, c'est une association où tu as de très bonnes équipes en haut, mais tu as des équipes très, très moyennes par la suite. Et je pense qu'il y a 2 choses qui peuvent potentiellement sauver les Oilers d'Edmonton. En fait, 3. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un, quelque part dans la pièce, se mette à arrêter des rondelles. Ça, c'est une chose. Ça, c'est acquis. Ils comptent suffisamment de buts en général, les Oilers, pour se remettre, pour réussir à gagner des matchs 6-5, 5-4. Je pense qu'à un moment donné, McDavid et puis Draisaitl vont revenir sur la première page des marqueurs de la Ligue nationale. Ça ne durera pas éternellement, cette histoire-là. Mais surtout, mon point est le suivant, c'est que tu regardes les équipes qui sont devant eux et que les Oilers doivent rattraper. Tu n'as pas vraiment de superpuissance de la Ligue nationale là-dedans. C'est toutes des équipes qui sont prenables. Fait que le Kraken de Seattle, qui joue pour 500, qui donnent des buts à la pelletée. Eux, ils sont pour l'instant dans un poste de 4e as. Anaheim, ça va bien, mais écoute, ils sont peut-être en avance un petit peu sur leur timing. Les Coyotes de l'Arizona vont se battre, mais je pense que Edmonton peut se dire « Hey, on est meilleur qu'eux autres ». Les Flames de Calgary, ils ont les mêmes problèmes que les Oilers. Les Prédateurs de Nashville sont en reconstruction et le Wild du Minnesota souffre des mêmes problèmes défensifs que les Oilers également. Fait que t'as pas vraiment... T'as beaucoup d'équipes à dépasser, mais t'en as aucune là-dedans que tu dis ils sont beaucoup plus bas qu'ils devraient l'être. C'est les Oilers qui sont à mauvaise place. Tu as 9 équipes dans cette conférence-là qui jouent pour 500 au moins. Là. Ça veut dire qu'ils maintiennent un rythme de 82 points et moins. C'est incroyable. Là. Ouais. Donc, c'est comme s'il y avait 2 ligues. Donc tu sais, peut-être pour venir prendre la dernière place, ce ne sera pas aussi exigeant là, que maintenir un rythme de 100 points, mais c'est un trou très, très profond. Puis, je me disais, ils vont avoir un soubresaut, ils vont avoir une chance de se replacer avec le changement d'entraîneur. Généralement, il y a un soubresaut qui dure 7-8 matchs. Et là, déjà... Les Oilers ont remporté leurs 2 premiers matchs avec Knoblauch à la barre de l'équipe. Ils en ont perdu 3 de suite. Là. Fait que c'est le soubresaut. Quand on en parlait avec Alex Gascon la semaine dernière, je pense qu'on disait, l'anomalie... je parlais des études là, qui ont été faites dans tous les sports qui montrent que le nouvel entraîneur, finalement, ne change pas grand-chose. Puis on disait, ouais, mais Knoblauch est chanceux. Il arrive dans une situation anormale où l'équipe ne joue pas selon ses standards. Donc, si l'équipe retrouve ses standards, ça va être
Mais ils ont un mal plus profond que ça. Ils ont les gardiens qui ont accordé le plus de buts non attendus, qui ont été les plus permissifs depuis le début de la saison, puis ce facteur-là n'a pas changé. Ça reste, on l'a déjà dit, une position importante. Bon, j'ai dit, on parlera du Canadien plus tard, mais je suis pas capable. Je suis pas capable de m'en empêcher parce que le lien est beaucoup trop facile à faire aussi. Alors, c'était mardi. Vous m'avez dit, Jake Allen est le gardien du Canadien le plus susceptible d'être échangé. Est-ce que je rapporte bien vos... Pas susceptible, mais que le plus de valeur ou enfin que vous voyiez être échangé? Oui. Là, il y a, semble-t-il, il y aurait peut-être de l'intérêt pour Montembeault du côté d'Edmonton. Métaphoriquement, pas métaphoriquement parlant, mais philosophiquement parlant, est-ce qu'il y a un gardien du Canadien que... comment je dirais ça? Est-ce qu'il y en a un auquel vous tenez plus que les autres, ou les trois, c'est comme celui qui aura la meilleure valeur, le meilleur retour sur investissement, il peut partir. Dans le fond... Je m'en fous. Non, mais c'est parce que, écoute, chaque joueur a son prix, puis je pense pas qu'il y a aucun intouchable parmi ces trois gardiens-là. Fait qu'il vient un point où Samuel Montembeault, s'il te permet d'aller chercher énormément en retour de ses services parce qu'une équipe est désespérée et qu'elle apprécie le fait que d'ici la fin de la saison, elle peut l'insérer dans son enveloppe salariale sans que ça la pénalise trop. Elle est prête à te donner énormément en retour de ses services, tant mieux. Mais des trois, il m'apparaît celui c'est le plus pertinent de garder parce qu'il est encore sur une trajectoire ascendante. Il arrive à un point où le niveau de ses performances moyens ressemble à celui d'un gardien numéro 1. Puis ça concorderait aussi avec l'âge moyen de cette équipe-là puis là où elle veut aller. Alors, s'il n'est pas trop gourmand, s'ils arrivent à s'entendre pour un contrat, je pense que c'est celui des trois que je serais le plus disposé à garder. Mais en fin de compte, si les autres équipes disent nous... Jake Allen, soit que le salaire ne fonctionne pas, soit qu'on est méfiant à cause de son âge, de son état de santé des dernières années, etc., on veut passer notre tour, ce sera Montembeault, mais c'est ça. Dans le cas des Oilers d'Edmonton, moi, ce qui me chicote par rapport à Jake Allen, c'est qu'il a une clause de non-échange qu'il peut faire valoir pour 7 équipes. Alors, on ne sait jamais quelles sont les équipes qui font partie de cette clause de non-échange-là. Mais souvent, les équipes canadiennes en font partie. Fait qu'est-ce que les Oilers d'Edmonton sont sur cette liste-là? Après ça, à partir du moment, si jamais Jake Allen a les Oilers sur sa liste de non-échange, on peut bien dire après, là, c'est moins susceptible que Jake Allen se fasse échanger aux Oilers. You bet. C'est marqué sur le papier. Ben oui, c'est marqué sur... C'est ça. Ça aide. C'est une question complexe, honnêtement, parce que ça peut être dangereux d'échanger ton meilleur gardien, surtout dans le contexte du Canadien présentement. Je vais te faire une comparaison avec la Formule 1. Okay? D'accord. Tu vas voir où je veux aller. Souvent, les écuries qui ont un bon jeune pilote vont aller chercher un vétéran pilote, un gars qui a fait ses classes auparavant, qui a fait ses preuves, pour toujours s'assurer que on a quelqu'un qui est capable de régler la voiture au maximum de ses possibilités pour être sûr que, on est sur la bonne voie, qu'on a on tire le maximum de notre voiture, puis là, ce sont nos pilotes qui se battent pour faire la différence. Et si tu as une jeune équipe et que ça devient free for all devant le filet, que tu n'as pas de baromètre, tu n'as pas une solidité devant le filet, là, tu peux perdre tes repères assez vite. Là. Tu te fais battre à répétition, ça part dans toutes les directions. Et je pense que c'est important d'avoir une stabilité devant le filet, une certaine stabilité quand tu es en train de construire, parce que c'est un peu ça qui tient tout le reste. C'est ce qu'on voit en ce moment. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est ça qui se passe en ce début de saison. Oui, prenons l'exemple. Là, on disait qu'on regardait à la Thanksgiving où sont les équipes. Les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver, la saison dernière, c'est une équipe en perdition. Ça allait mal. Là. Mais là, ils ont le gardien qui sauve le plus de buts cette saison. Demko a un début de saison extraordinaire. Cette équipe-là gagne. C'est un rouleau compresseur. Mais le baromètre, et c'était difficile, si ma mémoire est bonne, pour Demko la saison dernière. Oui. Il a été ennuyé par des blessures aussi. Alors, tu sais, c'est le baromètre de ton équipe. C'est comme ton personnel de lanceur dans une équipe de baseball. Là. Tu peux avoir les meilleurs cogneurs au monde si tes lanceurs se font torpiller soir après soir. Alors, ça a un gros effet sur le développement d'une équipe, la stabilité devant le filet. Alors, avant d'échanger mon meilleur jeune gardien, j'y penserais
2 fois parce que tu peux... C'est pas du pareil au même. Tu sais, les Oilers avec McDavid et avec Draisaitl et avec tout le potentiel qu'ils ont, ça va pas devant le filet. Cette équipe-là est rendue complètement perdue. Là. Les marqueurs ne marquent plus. Il y a la bisbille, il y a des rumeurs. Ouais. Tu sais, ça sent... C'est un cercle vicieux. C'est ça. Ouais. Alors, ta pierre d'assise, c'est ton filet. Moi, j'y penserais 2 fois avant d'échanger mon tambour. Est-ce que, puis on va finir avec les Oilers là-dessus, mais c'est ça, là, ça prend un gardien, puis c'est ça qui va arriver, puis il faut que ça arrive rapidement. Vous attendez-vous C'est à ce sûr que... qu'il faut que ça arrive rapidement. J'écrivais dans un texte, justement, que j'ai publié jeudi soir sur le site de Radio-Canada à propos, justement, du ménage à 3 gardiens, que chez les Oilers Edmonton sont à l'urgence, puis là, c'est décidé, est-ce qu'on s'assure, est-ce qu'on fait une intervention chirurgicale pour sauver le patient? Parce que sinon, il va mourir sur la table d'opération. Ça, c'est une analogie, fait Formule 1, analogie médicale. Ouais. On est sur une bonne séquence. Tu vois qu'on a une bonne culture Ouais, les générale. gars, ils connaissent ça. Non, mais c'est bon. Alors, non, mais pour eux, je pense que c'est urgent. C'est parce qu'ici, ils se disent, mais là, on veut pas poser de gestes de panique. On veut pas faire une transaction qu'on va regretter parce qu'on va ordonner trop en retour. Je comprends tout ça, sauf qu'il y a une urgence, là. Il y a une urgence de gagner maintenant. Il y a une urgence pour le directeur général qui arrive à la fin de son contrat. Il y a une urgence aussi de profiter des meilleures années de Connor McDavid et Leon Draisaitl, dont les contrats vont venir à échéance plus vite qu'on pense. Alors, ça se passe maintenant. Leur fenêtre, c'est maintenant. Est-ce qu'un gardien de but va tout régler à Edmonton? Non, parce que ça demeure une défensive qui est très poreuse. Puis le gardien de but est surtout là pour réparer des erreurs que la défense va avoir commises. Alors, mais pour l'instant, de s'en remettre à un gardien de 2e année, c'est très, très risqué. Puis c'est pas lui rendre service que de le renvoyer à l'abattoir comme ça, soir après soir. Fait qu'ils ont besoin d'aide. Donc, c'est imminent. Je parle pas du Canadien, là, mais il va se passer quelque chose. Ça passe ou ça casse pour eux. C'est ça. OK. Bon, regardons les choses dans l'ensemble. On va faire ça très simplement. Là. Les 3 équipes qui sont qualifiées parce qu'elles sont les 3 meilleures de leur division sont les Stars, l'Avalanche, les Jets dans la centrale, les Golden Knights, les Canucks et les Kings dans la Pacifique. Est-ce que tout ce monde-là est en série au printemps? Oh oui. Oui, sans doute. Absolument. Les 4e as sont les Blues et le Kraken. Là, c'est moins évident. C'est moins évident où ils ont, à votre avis, l'ascendant sur les équipes qui sont derrière. Vous l'avez dit tantôt. En bas des 6, des 6 meilleurs, là, ça joue pour 500. C'est pas mal un peu. Tu disais, Martin, c'est comme 2 ligues. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que les Blues et le Kraken, c'est les 2 meilleures équipes de cette deuxième Les ligue-là? Saint-Louis, les Blues, c'est le moins pire. Ouais. Le meilleur, je ne sais pas, mais c'est la moins pire équipe. Le Kraken donne tellement de buts. Pour une équipe qui est censée être très systématique, qui est très structurée, je trouve que ça me semble étrangement poreux. Puis c'est pas une équipe qui, normalement, va gagner avec son attaque. Ils ont quand même réussi à générer pas mal d'offensives depuis le début de la saison. Mais c'est probablement du jeu beaucoup trop ouvert au goût de l'entraîneur Dave Axtell. J'ai un petit faible pour les Coyotes de l'Arizona. J'aurais le goût que ce soit leur tour. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un petit faible pour André Tourigny. Je trouve qu'André Tourigny, il est formidable. Oui. Alors, tu sais, au milieu de ce groupe d'équipes-là qui sont vraiment moyennes, je pense qu'il y a une opportunité pour que les Coyotes se faufilent. Mais, tu sais, c'est ça, c'est grand ouvert. À terme, les Ducks d'Anaheim, ça va être la meilleure équipe de ce groupe-là, mais je ne suis pas sûr que ce soit cette année. J'aime bien les Coyotes aussi. Ils m'ont impressionné dans les matchs où je les ai vus. Puis le Kraken, la saison dernière, c'était la meilleure équipe de la Ligue nationale à 5 contre 5. Celle qui a marqué le plus de buts, si ma mémoire est bonne, à 5 contre 5. Et tu regardais cet alignement-là, puis tu disais... Comment ça? C'est ça. Comment ils ont fait ça? Mais collectivement, c'est une équipe qui jouait bien. Ils ont l'air d'avoir perdu un peu... cette épice-là. Mais quand tout le monde joue pour 500, tout est ouvert. Là, fait que pour les 2 dernières places dans cette conférence-là, ça va être assez intéressant. Bon, alors si le reste de la saison, je disais, arrêtez de jouer, ça donne plus rien. Il y a toujours ça à suivre dans l'Ouest. Là. C'est vrai que c'est ouvert pour la dernière place, peut-être. C'est vraiment pas mal n'importe qui, sauf les Sharks et les Blackhawks, qui peuvent... Et encore, non, probablement. Toutes les autres équipes peuvent aspirer là, à aller chercher cette dernière place-là. Allons dans l'Est, puis faisons les choses à l'envers. Faisons les choses comme on vient de le faire, c'est-à-dire, je vous donne les équipes qualifiées.
Celles qui sont les meneuses, les 3 meneuses dans chacune des divisions, puis vous me dites si ça va rester comme ça. Dans l'Atlantique, les Bruins, les Panthers, le Lightning. Dans la métropolitaine, les Rangers, les Capitals et les Hurricanes. Est-ce que tout ce monde-là s'en va en série au mois d'avril? Écoute, les Capitals, c'est un point d'interrogation pour moi. C'est une vieille équipe. Tu regardes ça, ils ont une fiche de 10-4. Tu te dis comment ils ont pu arriver là. Ils ont une des pires attaques de la Ligue nationale présentement, les Capitals. Ils ont réussi à se maintenir une bonne fiche avec, je pense qu'ils sont 30e en attaque ou 29e en attaque. Ils ont 2,56 buts par match. Et le grand héros à Washington, je pense, c'est Charlie Lindgren. Ouais. Alors, c'est à nous autres, ça? Oui, mais ouais. là, tu regardes ça, tu te dis, bon, mais là, à date, c'est Charlie Lindgren qui porte le fardeau. Est-ce que ça peut... Êtes-vous confortable? C'est ça. Vous sentez-vous le temps de trêve jusqu'aux genoux? Vous pensez-vous que la tondeuse va arriver à un moment donné? Voyons. Alors, c'est assez c'est une situation particulière pour les Capitals. Et de l'autre côté, bon, les Maple Leafs ont une fiche gagnante. 10-5, il n'y a pas un mot à dire là-dessus, mais l'équipe ne joue pas aussi bien. C'est pas aussi solide. Les rôles, les seconds rôles n'ont pas été aussi bien remplis. Puis il y a quand même beaucoup, même si la fiche de l'équipe est bonne, il y a beaucoup de critiques sur le jeu de l'équipe depuis le début de la saison. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis la surprise pour moi à date, c'est les Flyers qui ont un très bon. Qui ont un très bon début de saison. Ils ont une fiche gagnante, mais ils sont difficiles à affronter soir après soir. Et ils ont l'air à entrevoir la reconstruction d'une façon différente. On y va à la vie, à la mort, puis vous allez apprendre à vous battre comme ça, soir après soir. Alors, je pense pas qu'ils vont se qualifier pour les séries, mais c'est quand même un très, très bon début de saison pour la nouvelle administration de Daniel Brière. Ils sont dans les 4 points, le 4 points dont on parlait tantôt. D'ailleurs, beaucoup d'équipes qui sont là, dans l'Est. Écoute, c'est quand même la fin novembre. C'est normal qu'il y ait encore, de la marge de manœuvre pour l'immense majorité des équipes. Je suis tout à fait d'accord avec Martin à propos des Capitals de Washington. C'est une surprise, à mon sens, de les voir là. Équipe vieillissante, tu l'as dit. Ce qui est frappant, c'est que dans les grandes années des Capitals, quand on voyait cette équipe-là, tous leurs meilleurs éléments à leur mieux, évidemment Ovechkin, mais Karlsson, Kuznetsov, là, il y a Backstrom qui vraisemblablement, sa carrière semble être terminée, mais c'est une équipe qui a été définie par ses succès en avantage numérique. Et dans les 5 dernières années, à chaque année, ils ont peu à peu dégringolé au niveau de leur efficacité en supériorité numérique. Et cette année, ils sont derniers. Ils sont au plancher. Là. Ils sont derniers. Leur taux d'efficacité depuis le début de la saison est de 6,7 pour une équipe qui a Alex Ovechkin. Non, c'est ça. Il ne joue pas sur l'avantage numérique. Mais tu as quand même l'outil en avantage numérique, l'outil numéro 1 de la Ligue nationale, qui est Alex Ovechkin. Alors, le fait qu'ils réussissent à se maintenir, malgré le fait que cette arme traditionnelle des Capitals, ils ne l'aient pas à leur disposition, c'est tout à leur crédit. Est-ce que c'est viable? J'en doute, parce que moi, il y a une équipe qui, à mon sens, va finir par reprendre du poil de la bête, qui, pour l'instant, n'est pas dans le portrait des séries. C'est les Devils du New Jersey. C'est les Oilers de l'Est. Non, j'exagère, mais un peu. Eux, ils ont excuse d'avoir perdu Jack Hughes pour... en fait, Jack Hughes et Nico Hischier. Nico Hischier a joué seulement, je pense, 7 ou 9 matchs là, depuis le début de la saison. Hughes également s'est blessé et les deux sont sur le point de revenir au jeu. Quand tu perds tes 2 meilleurs joueurs, tes 2 joueurs de centre... C'est normal que ça va affecter le reste de la production. Alors, je pense qu'il y a encore du temps pour que cette équipe-là retrouve le sentier de la victoire. Mais eux aussi, ils donnent beaucoup de buts. C'est une équipe qui s'est tournée vers un gardien de tandem en Vitek Vanecek et puis le jeune Akira Schmid, qui a probablement le nom le plus Star Wars de toute la Ligue nationale. Alors, Akira Schmid, lui... Star Wars, oui. Ça fait petit-fils d'Obi-Wan Kenobi. Exact, oui. Faudrait en trouver d'autres à temps perdu. Alors, lui, ce gardien-là, à mon sens, il va devenir très, très bon, mais c'est un autre très jeune gardien de but. Tu l'envoies dans la mêlée, tu veux
Tu sais, tu peux pas, t'as beau arroser ta plante, tu peux pas tirer la plante pour la faire pousser plus vite. On le voit avec Stuart Skinner, on le voit avec Devin Levi à Buffalo, mais c'est la même chose avec Akira Schmidt, avec les Devils du New Jersey. Fait que peut-être qu'eux autres aussi vont se dire, on a la possibilité de renvoyer Schmidt dans la Ligue américaine parce qu'on peut le soumettre au ballottage, on peut le passer, on peut le céder à la Ligue américaine sans qu'il soit au ballottage, et puis se trouver de l'aide devant le filet. C'est possible qu'ils fassent ça eux autres, mais sauf, à mon sens, c'est une bien meilleure équipe. Ouais. Que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bon, oui, bien, je pense que c'était verrouillé dans vos prédictions, dans les prédictions d'avant-saison. Et personne imaginait les Devils ne pas faire partie des séries éliminatoires. Puis, je pense que ça tient toujours, là, malgré le fait qu'ils sont pas là en ce moment. Et juste pour enchérir sur l'histoire de l'avantage numérique des Capitals, je trouve ça fascinant de voir aussi que les Pingouins sont à 13,7 en avantage numérique. Et là, eux, le changement qu'ils ont fait, c'est de placer Erik Karlsson à la place de Letang au sein de la première unité. Mais tu as une unité d'avantage numérique avec Crosby, avec Malkin, avec Karlsson. Puis ça c'est pas normal. Ça a reculé. Là. Ouais. Ils sont à 13,7 Ils jouent pour 500. Les Pingouins, ça ressemble à une autre exclusion des séries. Là. Ça va être intéressant de suivre ça. Et est-ce qu'ils vont finir par redonner le contrôle de la première unité à Letang si le gâteau ne lève pas plus que ça? Don't fix it if it ain't broken. C'est peut-être ça qu'on aurait dû... Mais qui aurait pu imaginer que ça arriverait? Qui voyait ça venir que amener Karlsson dans une équipe où il y a déjà un bon défenseur droitier, ça pose un problème? Je sais pas. C'est pas comme si c'est jamais arrivé avant. Oui, en plus, avec le même gars. Avec le même gars? Oui. C'est ça. Ouais, ben, c'est ça. Des fois, quand on n'a pas l'info, hein, c'est difficile de se faire une tête. Mais il y a des bonnes statistiques individuelles, de Karlsson, ouais. mais du point de vue collectif, ça n'a pas fait bouger l'aiguille, mais ça reste quand même mystérieux, la situation des Pingouins, parce que c'est une équipe qui marque plus de buts qu'elle en accorde. Leur gardien fait des arrêts. Sid est encore capable. Là. Ouf! Et il joue pour 500. On est au quart de la saison, puis il joue pour 500. On a évoqué le cas des Devils. Là. L'autre cas intéressant, c'est certainement celui des Sénateurs. Tu sais, je disais, les Devils, c'est un peu comme les Oilers de l'Est, mais les Sénateurs, c'est peut-être plus pertinent dans la mesure où est-ce que c'est un fleuron canadien que plusieurs voyaient justement là, cette année, que c'était un peu comme l'an passé et peut-être l'année d'avant, que finalement, c'était la saison où est-ce que l'équipe retrouvait un peu d'action au printemps. Là, on parlait du trou abyssal à Edmonton. Le trou est un peu moins profond, peut-être à Ottawa, mais quand même. Bien là, le trou, c'est qu'ils ont joué beaucoup de moins de matchs que tout le monde. C'est vrai. Fait que ça leur laisse, si on veut continuer dans l'analogie du trou, ça leur laisse plus de cordes pour s'en sortir. Oui, exact. Je pense que c'est bon, ça. OK, les gars, salut, je m'en vais. Non, honnêtement, je pense que les sénateurs... Le problème avec l'association Est, contrairement à l'association de l'Ouest, c'est qu'il y a énormément de bonnes équipes. Il y a beaucoup de parité dans cette conférence-là. Alors, t'es mieux de te lever de bonne heure puis de partir de bonne heure si tu veux pas prendre du retard, parce que pour remonter, il faut que tu dépasses beaucoup de bonnes équipes. Et c'est exactement ça. Contrairement à ce qu'on disait, ce que à tu propos disais des Oilers. Ouais. Alors, les Sénateurs d'Ottawa, comme tels, je pense c'est une bonne équipe. Puis c'est une équipe qui est tout à fait en droit de prétendre à un poste, à une place en série, au même titre que Détroit, que Pittsburgh, Philadelphie. Je pense, écoute, c'est un peu, à mon sens, c'est un petit peu un mirage, mais Ottawa est là. Mm-hmm. Mais à un moment donné, il faut que tu montres que tu es supérieur à toutes ces équipes-là. Ça va être une grosse commande. Il aurait fallu, à mon sens, qu'ils aient un meilleur départ. Ouais. Est-ce qu'ils sont encore... Ils sont revenus de Suède ou ils sont encore... Ils sont revenus. Ouais. Personne qui est resté là très longtemps. Non, mais... Sauf toi. Oui, je suis encore là. Martin, les Sénateurs, pour ou contre? Contre? Non. Écoute, ils ont un début de saison correct quand tu regardes la fiche globale, mais ça n'a pas démarré sur les chapeaux de roue. Je les trouve pas inspirants, les Sénateurs, honnêtement. Il arrive toujours quelque chose. Je pense que je pense qu'ils n'ont pas congédié le bon gars il y a quelques semaines. Je pense que la tendance avec cette équipe-là, je pense pas que
que leur entraîneur a soutiré le maximum de cette équipe-là depuis qu'il est aux commandes, et je ne pense pas qu'il va encore soutirer le maximum de cette organisation-là. Alors, regardons-la aller, mais Est-ce que si tu regardes sur papier, cette équipe-là Ben oui, tout est là. pourrait aspirer. Je ne sais pas si tout est là, mais ils sont quand même équipés pour se battre longtemps. Là. Tu dis, je pense pas qu'ils ont congédié le bon gars. Penses-tu que ça peut être une erreur des ressources humaines? Le courriel, c'est... Est-ce que ça se peut? Puis juste pour finir, donc avec l'Est, c'est Détroit-Toronto, les deux équipes repêchées. Est-ce que... dans le fond, est-ce que tu t'en allais dire ça tantôt, Martin, quand tu parlais des Maple Leafs, mais les Maple Leafs vont être en série, là. Il y a pas de... aucun doute. Mais les Red Wings faisaient partie un peu, quand on regardait ça avant que ça commence, là, avant que la saison commence, faisaient partie de ces équipes-là qui, avec les Sénateurs, avec les Sabres, on se disait, c'est ce que c'est cette année qu'ils embarquent dans le groupe d'élite. Là, c'est eux qui sont là aujourd'hui lorsqu'on prend cette photo de Thanksgiving. Bien, il y a très longtemps, l'ancien dirigeant Brian Burke avait dit, moi, quand je regarde le classement de la Ligue nationale, je regarde les points, les matchs joués, d'accord, mais la statistique qui fait foi de tout, c'est ton différentiel de but pour et de but contre. Alors, quand on va sur le site de la Ligue nationale, les équipes qui sont en vert vont finir en haut, les équipes qui sont dans le rouge vont finir en bas. Pour l'instant, Détroit est une équipe dans le vert, sont à plus 8. Ouais. Une équipe qui est juste derrière eux, les Islanders de New York, sont à moins 11. Ça, c'est des indicateurs. Et tu parlais de Pittsburgh, tu trouvais ça étrange, c'est ça. Tu sais, les Islanders et les Penguins sont au coude à coude, puis il y en a une qui est à plus 11, l'autre est à moins 11. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, puis qui est sur le fil d'une longue saison... Qui va se corriger. Exact. Alors, c'est pour ça que quand tu vois une équipe qui est dans le plus, comme les Red Wings de Détroit, malgré les préjugés que j'avais à leur endroit que je partage. Moi, j'avais de la difficulté à comprendre. Mais alors, à mon sens, chapeau bas aux Red Wings qui semblent s'être placés en bonne situation, mais ça demeure quand même l'équipe la plus vulnérable parce que je pense pas que Toronto soit menacé d'une exclusion des séries. C'est vraiment Détroit qui pourrait plus être talonné par des équipes derrière eux. Washington est à 0 différentiel, donc ça va dans ce sens-là. Le Lightning est à moins 2, mais Vasilevski va revenir au jeu. Ça va. Je pense que c'est ça. Moins 2, oui, Vasilevski, c'est ça. Donnez-y 2 semaines, puis ça va changer. On va tomber dans le positif. Ouais. Bon, autre chose à ajouter? On a fait le tour? C'est un beau tour? Oui, c'est un beau tour. Les carottes ne sont pas cuites, mais la dinde... ça sent la dinde dans l'appartement. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Bon, on va rester dans la thématique Thanksgiving. Mangez-vous de la dinde en fin de semaine? Non. Veux-tu nous le refaire, Martin? Non. Il n'y en a pas question. Mangez-vous de la dinde à Noël? Moi, c'est rare. Oui, en fait, on est reçu chez les mêmes gentilles personnes à chaque année qui nous servent une délicieuse dinde. OK. Mais moi, j'en cuisine pas. Moi non plus, je pense que j'ai jamais fait cuire une dinde. Pas vrai? Plusieurs poulets à mon actif, mais... OK. Et un canard, une fois, sans succès. Voilà, au chalet. Voilà, au chalet. Ça compte pas. Un canard. OK, on a demandé aux gens, à ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, parce que c'est Vendredi fou. Et pour plus d'astuces, des conseils de consommation, lisez le blog de Marc-Antoine. Non. On vous a demandé, comme c'est le Vendredi fou, selon vous, quelle est l'aubaine dans la Ligue nationale de hockey? Et sur Facebook, Olivier n'a pas perdu de temps. Personne. Ils sont tous riches. Ah, OK, Olivier, c'était pour s'amuser. Dom dit toujours sur Facebook, Brad Marchand, 6,125 par année. Je n'ai pas vérifié, là, je le cite. C'est ce que c'est une aubaine, c'est intéressant. Vous pouvez grogner, vous pouvez réagir. Toujours sur Facebook, Frédéric Ranchéry, j'ai beau le détester, mais Brad Marchand à 6,125. David, je serais tenté de répondre Sidney Crosby. Mais c'est parce que David considère son salaire de 3 millions et non pas son impact sur la masse salariale. Mais à 8,7 millions, quand on considère que les meilleurs joueurs aujourd'hui sont payés le double. C'est quand même une aubaine. C'est quand même pas cher. Toujours sur Facebook, Dali Monahan n'est pas le meilleur, mais ça a assurément un excellent rapport qualité-prix. Est-ce que c'est encore vrai? Je ne sais pas. Ça va moyen pour
le beau Sean. Puis, toujours sur Facebook, Philippe Leboeuf, Gascon, avant qu'il ne renégocie son contrat suite à son prix bien mérité cette semaine. Oh! C'est vrai qu'il est sous-payé, le Gasker. Sur Twitter, j'ai Nicolas qui dit statistiquement Mason McTavish, mais William Nylander. C'est vrai que Nylander, en bas de 7 millions, le 6,9 et des poussières. Excellent choix. Mais lui, ce sera probablement le sujet d'un épisode à venir, mais lui, il va passer à la caisse, j'ai l'impression, bientôt. Toujours sur Twitter aussi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Actuellement, je dirais Mason McTavish, médaille d'or, Crosby, médaille d'argent, et Brandon Hagel, le bronze. Oui, c'est Hagel. Souvenez-vous, Hagel, 2 choix de première ronde. Ça a été long avant que ça vaille la peine, mais ça fait un petit bout là, que ça vaut la peine. Certainement un des bons coups. Une acquisition à la Brisebois. Oui. Et je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais dans un contexte, habituellement, les équipes qui sont des contenders, elles vont pas chercher des joueurs. Elles vont pas chercher des. Elles liquident ce genre de joueurs-là pour aller chercher des joueurs plus vieux. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont de la difficulté à renouveler le bassin de jeunes talents. Et là, le Lightning a réussi à faire ça avec Hagel, renouveler son bassin de jeunes talents, alors qu'elle était dans une situation où est-ce que souvent ils liquident pour du court terme et avoir du succès. Hagel il avait quoi, 23, 24 ans. Moins que ça, je pense. Il lui restait encore plusieurs années à 1,5 million. Puis placé dans la bonne chaise, placé dans un top 6, allait devenir un joueur très productif, et il l'a été. Fait que ça vaut largement les 2 choix de première ronde, parce que le Lightning se dit, nous, de toute manière, des choix en fin de première ronde, on leur accorde pas la même valeur que certaines autres équipes. Alors, ça joue en leur faveur. Et finalement, sur Twitter, Gabriel Quinn Hughes, le meilleur marqueur de la Ligue, à 7,8 millions. Difficile d'argumenter contre ça. Je pense que c'est un peu différent pour tout le monde. Moi, je suis quelqu'un que quand j'arrive dans un nouvel environnement, ça me prend un peu de temps de trouver mes repères. Une fois que les repères sont trouvés, après ça, tu peux avancer. Tout se fait plus rapidement sur la glace, tout se fait plus naturellement. Je suis quelqu'un qui doit penser beaucoup sur la glace. Fait que si t'as un peu moins tes repères, c'est un peu plus compliqué, mais je suis pas inquiet que ça va débloquer un jour. Pierre-Luc Dubois, qui évolue pour les Kings de Los Angeles, l'équipe du Québec, qui commentait son début de saison, tranquille, disons ça comme ça. Il y a autant de buts que Alex Ovechkin et Cole Caulfield, quand même. Qui ont tous les deux des débuts de saison tranquilles. Ils font partie, les Kings seront les prochains dans les adversaires du Canadien ce week-end. Un petit mot donc sur ce voyage en Californie. On peut peut-être commencer par les Kings. On l'a évoqué un petit peu. Je suis pas sûr qu'on en a... C'est ça, on n'en a pas parlé en détail tout à l'heure, mais sont présentement qualifiés pour les séries assez confortablement, même si c'est ça, je ne sais pas si on s'attendait, mais d'abord, les deux gars d'ici, Philippe Danault et Pierre-Luc Dubois, ne sont pas parmi les 3 meilleurs marqueurs de l'équipe. Je ne sais pas, disons ça comme ça, mais on a peut-être l'impression que ça va moins bien, mais ça va quand même très bien à Los Angeles, de ce que je comprends. Je ne m'attendais pas à ce que Philippe Danault devienne un des meilleurs marqueurs de cette équipe-là. Ne l'était-il pas l'an passé, dans le top 3 des meilleurs marqueurs, ou enfin? À son arrivée, oui, il était proche. Mais écoute, ce que les Kings ont fait, c'est qu'ils ont délesté des responsabilités à Andrzej Kopitar en allant chercher ces 2 gars-là, puis faire en sorte que les Kings ont maintenant probablement la meilleure ligne de centre de toute la Ligue nationale. Et ça permet à Kopitar, en jouant un tout petit peu moins et en divisant les responsabilités, de maximiser ce qu'il est capable de donner, ce qui fait qu'il a un rendement de joueur vedette. Mais ce que ça témoigne aussi, c'est que ça m'apparaît être une équipe qui avait... C'est une équipe qui avait énormément, il n'y a pas si longtemps, énormément d'espoir, de jeunes joueurs repêchés très haut au repêchage. Et ces gars-là, dans plusieurs cas, n'ont pas encore éclos, ou dans certains cas, n'écloseront jamais. Éclos, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et où ils ont été échangés, je voulais ajouter. Voilà. Alors, tu sais, tu as Quinton Byfield qui, finalement, est devenu un ailier de premier plan aux côtés de Kopitar. Mais de manière générale, tu sais, tu as des gars comme Turcotte qui est resté dans la Ligue américaine, des gars de même, tu sais, Anderson Dolan, enfin bref. Et puis, donc, étant donné que le virage jeunesse s'est peut-être pas passé de la manière
optimale, bien, ils ont compensé au moins et ont maintenu leur porte ouverte ou leur fenêtre ouverte en allant chercher Dano et Dubois. Et là, tu regardes, c'est une équipe qui est à maturité puis une équipe qui est vraiment capable de faire des dommages. Devant le filet, cependant, pour l'instant, Cam Talbot joue de manière éblouissante, mais ça demeure quand même Cam Talbot. Oui, c'est ça. C'est pas Charlie Lindgren, mais... Non, c'est ça. Mais c'est pas Jake Ottinger non plus. Et j'ai failli te relancer tantôt quand tu parlais d'Akira Schmidt de la Star Wars-ness de son nom, Phoenix Copley. Oui, pas loin. Oui, ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Martin, sors-moi de ce pétrin. Non, j'aime ça te regarder t'enfoncer. Est-ce qu'il me reste de la corde? Vais-je pouvoir sortir du trou? Non, écoute, j'ai hâte de voir les Kings. Si on s'en tient à l'adage... montrez-moi un bon gardien, je vais vous montrer un excellent entraîneur. Cam Talbot, il est mieux de continuer à bien jouer là, parce que Félix Copley, c'est pas un gars qui a révolutionné la Ligue nationale depuis qu'il est là. Je verrais Jake Allen dans cette équipe. Oui. Honnêtement, là. Ouais. C'est Jake Allen puis Cam Talbot. Ça serait un duo quand même un peu plus solide. Ouais. Parce que Copley, ça a été une balloune l'année dernière, mais de manière générale, c'est un gardien numéro 3. Puis ils ont David Rittich dans la Ligue américaine, qui est un gardien numéro 3 aussi. C'est pas vraiment un gardien de niveau de la Ligue nationale. Donc, peut-être qu'eux autres, rendus à la date limite des transactions, c'est peut-être pas quelque chose qu'ils vont faire tout de suite, mais je les verrais rajouter de l'aide devant le filet. Ouais. Et là, si on suit le carrousel, l'ordre du carrousel, c'est Primo qui joue contre les Sharks de San Jose. Donc, on va être rendu à Jake. Ouais. C'est peut-être une belle façon de le mettre en vitrine. Les confrères qui sont à Los Angeles ont demandé à Martin Saint-Louis si le match contre les Sharks, c'était le match piège du voyage. Martin, je ne veux pas entendre sa réponse parce que on n'a pas la capacité de concentration pour suivre. La réponse était tellement rapide qu'on ne l'entendrait pas. Saint-Louis ne voit pas ça comme ça, mais est-ce qu'il y a une notion de... Est-ce qu'il y a une notion de vérité là-dedans? Pensez-vous que, justement, la concentration va être plus sur les Kings et que les Sharks sont tellement mauvais qu'il y a là un piège? Ben, écoute, je pense pas que le Canadien est positionné pour... se penser meilleur. Prendre à la légère qui que ce soit. Quelque adversaire que ce soit, mais ça reste quand même un affrontement entre les deux équipes qui ont le moins de victoires en temps réglementaire depuis le début de la saison. Les Sharks sont très, très mauvais. Et ce serait une belle démonstration de maturité de la part du Canadien de garder l'accélérateur au plancher pour s'assurer de sortir de Californie avec au moins 2 victoires sur 3. Là, ce serait une grande réussite. Mais que c'est pas un match, honnêtement, c'est pas un match excitant. Mais c'est en après-midi. Oui. C'est sûr qu'on va le regarder. C'est tout ce qui me met de bonne humeur. Mais c'est pas un match excitant. Ça a été une grosse semaine d'entraînement pour les Canadiens. Gros entraînement avant de quitter pour la Californie. Gros entraînement rendu à Anaheim. Les joueurs qui décident de faire un entraînement matinal, c'est eux qui l'ont demandé à Martin Saint-Louis, alors que normalement, quand tu t'entraînes la veille d'un match, cette année, le Canadien rend son entraînement matinal optionnel ou l'annule carrément. Alors, visiblement, les joueurs sont déterminés à vouloir corriger plusieurs aspects de leur jeu, que ce soit en échec avant, que ce soit dans la diminution du nombre de surnombres qu'ils accordent également, parce que défensivement, c'est difficile depuis un certain temps. Fait que dans un match comme celui contre les Sharks, sans égard à l'adversaire, c'est que tu dis, est-ce qu'on est capable d'appliquer ce qu'on a mis à l'entraînement? Puis oublions la couleur du chandail de l'autre côté, c'est de dire notre système, ce qu'on souhaite faire, est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Alors, et s'ils ont cette concentration-là contre une équipe plus faible, ben ça devrait leur sourire. Bon, bien écoutez, j'aimerais ça être original, puis parce qu'on achève, là, mais j'aimerais ça être original, puis pas parler de Josh Anderson. Mais là, dans tes notes, Martin, tu marques... il n'a toujours pas marqué. Souffre-t-il des yips? Les yips, est-ce que c'est une coquille ou... Non. Qu'est-ce que c'est, les yips? Les yips, c'est un... Comment on pourrait dire ça? Un dérèglement mental, une hésitation involontaire. Je ne sais pas c'est quoi, je pose la question candidement. C'est commun au golf. À un moment donné, des joueurs qui excellent arrivent ça arrive souvent quand c'est bien le moment de poter. Ils sont incapables d'atteindre la cible.
C'est comme un petit dérèglement un petit dans la tête. dérèglement, et au baseball, c'est commun, c'est connu. Là. Il y a des joueurs, à un moment donné, qui viennent, qui sont incapables de lancer la balle correctement. C'est arrivé à quelques deuxièmes buts. Chuck Knobloch qui a eu ça dans le baseball majeur. Steve Sachs. Il y a un lanceur qui était un espoir de premier plan dans le baseball majeur, Rick Ankiel, qui avait développé ça. Le gérant des Cars de Saint-Louis... Tony La Russa lui avait confié, je pense, le premier départ en série mondiale, alors que c'est un jeune lanceur. Il s'est mis à lancer la balle partout. Il n'a jamais retrouvé ça. Ils ont essayé, Jamais? Ah ouais. Ils ont essayé de le reconvertir en voltigeur. Ben, ça a fonctionné. Il y a eu quelques saisons de 20 circuits. C'est un athlète c'est un bon prodigieux. athlète, mais il était prédestiné à être un lanceur de premier plan. Ah ouais. Alors, c'est vraiment mental. Il y a des joueurs qui s'en remettent et des joueurs qui s'en remettent pas. Puis ça m'est juste venu en tête en lisant les commentaires que Josh avait fait hier en disant je ne sais pas ce qui se passe cette année. Auparavant, j'étais capable d'atteindre la cible là où je voulais. Je pouvais placer la rondelle où je voulais. Et cette saison, je ne suis pas capable de faire ça. Et semble-t-il qu'à l'entraînement, hier, il était le premier sur la patinoire, seul avec le filet, à observer le filet, peut-être même essayer le bâton d'un coéquipier. Puis là, je me disais, est-ce que ça peut... On n'a jamais parlé de ça, les yips au hockey, mais est-ce que c'est possible qu'un joueur développe ça? Et, on a vu plusieurs séquences depuis le début de la saison. Il y a des filets ouverts, puis il rate le filet. Là. Alors, si ça peut arriver au golf, si ça peut arriver au baseball, est-ce que, écoute... On le souhaite pas, là. C'est le gars qui a le plus de chances de marquer chez le Canadien. Il n'a pas marqué encore. Le plus de buts attendus d'un point de vue statistique, il n'a pas encore marqué. Et là, lui-même verbalise que, voyons, j'ai la rondelle sur mon bâton, je vois l'ouverture et je ne suis pas capable d'atteindre l'ouverture. C'était juste une question lancée en l'air comme ça, mais ça fait juste ajouter au mystère. Selon l'agence Sportlogique qui génère des statistiques avancées pour les équipes de la Ligue nationale, il serait, semble-t-il, le joueur qui a le plus de tirs dans l'enclave sans avoir marqué, dans toute la Ligue nationale. Dans toute l'histoire, non. Et donc, il est au rendez-vous. Il rate ses chances, mais il a ces chances-là. Martin Saint-Louis dit souvent c'est pas nécessairement la vitesse avec laquelle tu patines, c'est d'être là au bon moment. En ce moment, Josh Anderson est là au bon moment. Je pense qu'il fait plusieurs choses de la bonne manière, mais je trouve ça très intéressant que Martin mentionne la question des yips parce que il rate le filet à un rythme effarant. Plus du tiers de ses lancers, de ses tentatives de lancer, rate le filet. Et plus le temps avance, plus ce pourcentage-là augmente. Alors, on a l'habitude de dire dans le hockey que quand un joueur est en léthargie, il voit l'ouverture dans le filet de plus en plus petite, puis finalement, ça devient un trou qui est pratiquement plus petit que la rondelle. Mais alors, lui, il doit voir... Ça marchera pas, là. Ben non, c'est ça. Alors, la rondelle, elle rentre pas. Alors, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de viser ce petit trou-là, pratique la vitesse avec laquelle tu dégaines. Martin Saint-Louis avait une explication super intéressante l'autre jour à cet effet-là en disant je demande à mes joueurs, arrêtez de systématiquement vous concentrer sur où vous dirigez votre lancer. Pensez davantage à dégainer rapidement. Puis si vous ne savez pas vous-même où vous dirigez le lancer, assurément, le gardien ne le saura pas plus que vous. Alors, dans le fond, c'est viser la direction générale du filet. Intéressant. Et puis, de toute façon, tu sais, quand tu as joué au hockey toute ta vie, là, quand tu reçois la rondelle, tu sais où se trouve le filet, ta perception de l'espace ton corps et le du sait. temps, tu le sais. Tu tires la rondelle, mais Slavkovski fait beaucoup ça. Il reçoit la rondelle dans l'enclave, puis tu le vois que physiquement, il prend le temps de lever la tête, de choisir un endroit, et c'est toujours la fraction de seconde dont on parle. Il y a un bâton qui arrive. Puis... C'est ça. Alors, mais le drame avec Anderson... les gars, c'est qu'on ne pourra pas le reconvertir en voltigeur. On n'a pas d'équipe de baseball. Il va falloir qu'il trouve une solution. On pourrait peut-être le reconvertir en demi-défensif. Ou qu'est-ce qu'on a d'autre en piston latéral avec le CF Montréal. Moi,
peut-être qu'il devrait faire le contraire. Je veux dire, au lieu d'obséder là-dessus, je sais pas, regarder un film, je sais pas, se changer les idées. Ben, c'est une question intéressante. La question des yips au hockey, je sais pas si ça a déjà été... Josh Anderson, l'inventeur du yips au hockey. Mais de plus en plus, lui, il dit qu'il y a de la difficulté à laisser ces préoccupations-là à l'aréna. Alors, tu les ramènes chez toi, tu rumènes ça. Puis quand l'équipe est en voyage, en plus, ben là, si tu rentres à l'hôtel, tu as beaucoup de temps à toi, puis il doit penser juste à ça. Fait que j'espère qu'il écoute un bon film. Et des bons films de la Thanksgiving, il n'y en a pas tant que ça. J'ai fait une petite recherche parce que je nous cherchais un petit indicatif sonore, puis c'est pas évident. Train, Planes and Automobile. Grand classique. Grand classique. Ouais. Scent of a Woman. Ça, c'est dans mes avec Al Pacino. Oui. Pas nomination, mais l'année de son Oscar, exactement. Mais c'était pas tant, c'est pas tant la Thanksgiving qui est le. Train, Planes and Automobile, oui, là, mais. Alors voilà, suggestion pour Josh Anderson. Je pense que ça lui ferait du bien. Je vous en souhaite une bonne Thanksgiving. Tiens. J'ai pas Elle est passée, anyway, je sais pas pourquoi. C'était hier, c'est ça. Oui. Je suis pas habitué, moi, au Canada, c'est le dimanche. Est-ce qu'il y a un spécial Thanksgiving au Loretta? Est-ce qu'il y a un spécial? Non. Je dois faire une blague vendredi fou, genre, comme tout est au même prix. Okay. C'est ça le vendredi fou, mais je me suis dit, peut-être que les gens trouveront pas ça drôle. J'ai pas l'air, mais je me dis souvent ça. Commander un verre de vin, obtenir... Une cuisse. Un pilon gratuit. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, mon vieux, pour les yips. Moi, je savais pas c'était quoi. Merci. Merci pour ça et pour tout le reste. Un grand plaisir. Marc-Antoine Godin, tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du hockey et de la LNH. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci beaucoup. Un gros merci à Benoît Durand et Jacques-Alexis Bernardin en régie. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne fin de semaine, parce que la Thanksgiving est passée. Puis on arrête d'en parler, promis, la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.